À 4h45 du matin, le 7 juillet 1944, le soldat de première classe Thomas Baker était étendu dans son trou individuel sur la plaine de Tanapag, à Saipan. Devant lui, à près de 300 mètres, l'obscurité de la jungle se mettait à couler comme une marée noire. Une masse de silhouettes surgissait des arbres. Baker avait 28 ans, 3 semaines de combat derrière lui. Et maintenant, sous ses yeux, se formait ce qui allait devenir la plus grande charge suicidaire de toute la guerre du Pacifique. Entre 3 et 5 000 soldats japonais couraient droit sur sa position. Le 101e régiment d'infanterie avait déjà perdu des dizaines d'hommes depuis le débarquement. Avant que le soleil ne se lève, il en perdrait des centaines d'autres. Baker s'était engagé en octobre 1940, à Troy, dans l'État de New York. Près de 4 années pour Fellene passer Ventaros et L'Alamo à s'entraîner, attendre, se préparer à une guerre qui paraissait alors lointaine, presque abstraite. Et pourtant, elle l'avait rattrapé sur cette île volcanique à 8000 km de chez lui. Elle arrivait maintenant sur lui, baïonnettes au canon, portée par des cris imbibés de saké. La bataille de Saipan avait commencé 3 semaines plus tôt, le 15 juin, lorsque les 2e et 4e divisions de Marines avaient pris d'assaut les plages de la côte ouest. Le lendemain, la 27e division d'infanterie de l'armée avait débarqué à son tour. Sur le papier, la mission était simple. Prendre l'île, anéantir la garnison japonaise, construire des pistes capables d'accueillir les bombardiers B-29 pour frapper directement le Japon. En réalité, c'était l'enfer. 30 000 soldats japonais s'étaient retranchés dans les grottes et les bunkers. Ils disposaient d'artillerie, de mitrailleuses et surtout d'ordres formels, se battre jusqu'au dernier homme. Et ils avaient l'intention d'obéir. Au début de juillet, les forces américaines avaient refoulé les défenseurs jusqu'à l'extrémité nord de l'île. Ils n'avaient plus nulle part au moins où se replier. La mer dans le dos. Les ravitaillements épuisés. Aucun renfort à attendre. 2 semaines plus tôt, la marine impériale avait été brisée lors de la bataille de la mer des Philippines. 3 porte-avions coulés, plus de 400 avions détruits. La garnison de Saipan était seule. Le soir du 6 juillet, le lieutenant-général Yoshitsugu Saito réunit les officiers qui lui restaient. Environ 4000 hommes, la plupart blessés. Beaucoup sans munitions. Certains armés seulement de lances de bambou ou de baïonnettes fixées à des manches de bois. Saito donna l'ordre du Gyokusai, l'assaut final. Tout devait charger les lignes américaines, tuer le plus d'ennemis possible, puis mourir. Il n'y aurait ni reddition, ni prisonniers, seulement la mort. Cette nuit-là, Saito prit son dernier repas et se donna la mort selon le rituel. Le vice-amiral Chuichi Nagumo, l'homme de Pearl Harbor, se tira une balle dans la tête. Les 2 plus hauts gradés japonais de Saipan étaient morts avant même que l'attaque ne commence. À l'aube, leurs soldats les rejoindraient. Sur la ligne de front, les Américains sentaient que quelque chose se préparait. Ils l'entendaient. Des déplacements dans l'obscurité, le tintement des bouteilles, des voix de plus en plus fortes. Les Japonais buvaient, s'excitaient, se montaissaient les uns les autres. Ceux qui avaient déjà survécu à des charges banzai connaissèrent le rituel. Des heures de vacarme, puis un silence lourd, et enfin, les cris. Baker se trouvait avec la compagnie A du 100e régiment. Son commandant de bataillon était le lieutenant-colonel William O'Brien, lui aussi originaire de Troy, vétéran de la garde nationale depuis la Première Guerre mondiale. Le 105e était un régiment new-yorkais, composé en grande partie d'hommes d'Albany et de Troy. Beaucoup se connaissaient avant la guerre. Ils s'étaient entraînés ensemble, avaient embarqué ensemble, combattu ensemble. Et maintenant, ils allaient affronter ensemble la plus grande attaque humaine du théâtre du Pacifique. Le régiment occupait une position sur la plaine côtière, près du village de Tanapag. Le premier bataillon d'O'Brien était enterré à environ 250 mètres de la plage. À droite, le 2e bataillon du major Edward McCarthy prolongeait la ligne. Ensemble, ils comptaient à peine 1 millier d'hommes. En face, l'ennemi en lançait 4 à 5 fois plus. Ce qu'ils ignoraient, c'est que des patrouilles japonaises avaient repéré un vide de près de 500 mètres entre les 2 bataillons. C'est là que l'assaut principal allait frapper. Baker s'était déjà distingué dans les semaines précédentes. Le 19 juin, alors que sa compagnie était clouée au sol par une mitrailleuse japonaise, il avait saisi un bazooka et était parti seul à l'assaut. 100 mètres à découvert, sous le feu direct. Un tir. Le nid de mitrailleuse réduit au silence. Grâce à lui, sa section avait pu avancer. Quelques jours plus tard, il avait surpris 2 positions fortifiées, abritant 12 soldats japonais, dont 2 officiers.
Il les avait tous abattus. Puis il avait découvert 6 infiltrés derrière les lignes américaines. Eux non plus n'avaient pas survécu. La nuit du 6 juillet glissa vers l'aube du 7. Les bouteilles cessèrent de tinter. Les voix se turent. Pendant un court instant, la plaine de Tanapag devint étrangement silencieuse. Puis les cris éclatèrent. Des milliers de voix. Un seul mot. Banzai. Devant le trou de Baker, l'obscurité s'illumina d'éclairs de bouche à feu et de silhouettes en mouvement. La plus grande charge suicidaire de la guerre du Pacifique fonçait droit sur lui. Et il ignorait encore que quelques heures plus tard, il demanderait à ses camarades un pistolet et 8 balles. La première vague frappa les lignes américaines comme une digue qui cède. Les soldats japonais s'engouffrèrent par la brèche entre les 2 bataillons et continuèrent à courir. Ils ne cherchaient pas d'abri. Ils ne prenaient pas le temps de viser. Ils avançaient en hurlant, tiraient, tombaient, et d'autres prenaient aussitôt leur place. Plus tard, le major McCarthy dira que cela ressemblait à une ruée de bétail. On est dans un trou, on voit la masse arriver, puis elle bondit au-dessus de vous et disparaît. Sauf que là, ils n'arrêtaient jamais. Ils continuaient encore et encore. Au bout d'une demi-heure, le périmètre américain commençait déjà à se disloquer. Les soldats japonais étaient partout, à l'intérieur des lignes, derrière les lignes, entre les positions. La défense organisée se désagrégea en une multitude de combats isolés. De petits groupes d'Américains tiraient dans toutes les directions. Dans les trous individuels, on se battait au corps à corps, baïonnettes, crosses de fusil, poings nus. Lorsque les premiers assaillants atteignirent sa position, Baker ouvrit le feu avec son M1 Garand. Le fusil ne contenait que 8 cartouches dans son clip interne. Il tira, rechargea, tira encore. Des silhouettes s'effondraient à quelques mètres devant lui, 10 mètres, puis 5. Certains arrivaient plus près encore. Les éclairs de bouche illuminèrent des visages déformés par la rage, l'alcool et la certitude absolue de mourir pour l'empereur. Le vacarme était total. Des milliers d'hommes hurlant « Banzai », les coups secs des fusils, le martèlement des mitrailleuses, l'explosion des grenades, des cris en anglais et en japonais mêlés dans un même chaos. Dans l'obscurité d'avant l'aube, la plaine de Tanapag s'était changée en abattoir. Le lieutenant-colonel O'Brien allait et venait le long de la ligne sans jamais chercher à s'abriter. Un pistolet dans chaque main, il tirait sur tout Japonais qui s'approchait. Sa simple présence empêchait certains de céder. Voir leur commandant debout, au milieu de l'enfer, rendait la fuite presque impossible. En arrière des positions du 105e, le 10e régiment d'artillerie des Marines avait déployé ses obusiers de 105 mm. Lorsque les Japonais percèrent les lignes d'infanterie et continuèrent d'avancer, les artilleurs prirent une décision désespérée. Ils abaissèrent à leurs pièces à tir direct et ouvrirent le feu à bout portant. Ces canons étaient faits pour projeter des obus à des kilomètres. Désormais, ils tiraient sur des cibles à moins de 100 mètres. Chaque détonation creusait des brèches sanglantes dans les rangs ennemis. Et pourtant, ils continuèrent d'avancer. Ils enjambaient leurs morts et couraient encore vers les canons américains. Les Marines tirèrent jusqu'à faire rougir les tubes, puis ils sabotèrent leurs propres pièces pour éviter qu'elles ne soient capturées et se replièrent. À 6 heures du matin, après 1 heure et demie d'assaut, le 105e régiment n'était plus qu'un puzzle de groupes disloqués. Certains hommes avaient été rejetés vers la plage, d'autres étaient totalement encerclés. De petites poches de résistance se battaient seules, coupées de tout soutien, brûlant des munitions impossibles à remplacer. Baker tirait toujours. À un moment indéterminé, son fusil s'enraya. Sable, résidu, sang, peu importait la cause. L'arme était devenue inutile. Il en ramassa une autre sur un soldat mort et continua de tirer. Les Japonais pensaient submerger les Américains par le nombre. Ils avaient percé les lignes, oui, mais les Américains ne se rendaient au pas. Ils ne couraient pas vers la mer. Ils se battaient avec tout ce qui leur restait, et les corps s'accumulaient des 2 côtés. Vers 7 heures, l'offensive japonaise avait progressé de plus d'1 kilomètre au-delà des positions initiales. L'artillerie avait été submergée. 2 bataillons avaient été dispersés, mais des milliers d'assaillants avaient aussi été tués. L'élan commençait à faiblir. Peu à peu, des unités américaines éparses se regroupèrent. Des soldats rejetés en arrière se retrouvèrent et improvisèrent de nouvelles lignes de défense. Des officiers privés de leur compagnie prirent le commandement de quiconque se trouvait là. Lentement, le chaos brut se transforma en résistance organisée. C'est durant ces heures que Baker fut blessé. On ne sait pas exactement quand. Sans doute un éclat, une grenade tombée trop près. Il saignait.
Chaque mouvement lui arrachait une douleur. Un infirmier ou un camarade dut lui dire de se replier, d'aller à un poste de secours. Il refusa. Les Japonais attaquèrent encore. Ses compagnons tombaient encore. Et Thomas Baker n'était pas de ceux qui quittent un combat tant qu'ils peuvent presser une détente. Il continua de tirer, parfois à une distance si courte qu'il distinguait le visage de ceux qui l'abattaient. 5 mètres, 3 mètres, assez près pour sentir l'odeur du saké sur leur souffle, assez près pour voir la lumière quitter leurs yeux. Son second fusil se brisa à son tour. La crosse vola en éclats dans un combat au corps à corps. Quand il n'eut plus de munitions, il s'en était servi comme d'une massue, frappant ceux qui approchaient trop près pour être abattus. Maintenant, il n'avait plus rien. Il était blessé, épuisé, entouré de corps japonais qu'il avait tués, et de corps américains qu'il n'avait pas pu sauver. Le soleil se levait sur ses pans. L'attaque durait depuis près de 3 heures, et Thomas Baker s'approchait de la décision qui lui vaudrait la médaille d'honneur. Un soldat le trouva et tenta de l'emporter vers l'arrière. Baker était trop gravement atteint pour marcher seul. On le hissa, on commença à avancer vers la plage, vers les postes de secours qui pouvaient peut-être le sauver. Ils avaient les parcourus à peine 50 mètres quand le soldat fut touché. Une balle le frappa. Il s'effondra à son tour. Ils étaient maintenant 2 blessés étendus à découvert, sous le feu ennemi, tandis que des Japonais se déplaçaient encore dans la zone. C'est à cet instant que Baker fit son choix. Il ordonna à l'autre soldat de le laisser, de se sauver, de rejoindre les lignes américaines et de continuer à se battre. Lui ne pouvait plus bouger. Le porteur ne ferait que faire d'autres morts. Il avait vu ce qui arrivait à ceux qui tentèrent de secourir des blessés sous le feu. Il mourait aussi, et au final, personne n'était sauvé. L'homme refusa d'abord. On n'abandonnait pas un camarade. Ce n'était pas ce qu'on leur avait appris. Ce n'était pas ce qu'ils étaient. Mais Baker insista. Il lui fit comprendre qu'il préférait mourir seul plutôt que de condamner un autre homme en essayant de le sauver. Un autre soldat américain passa pendant le repli. Il vit Baker étendu, ensanglanté, incapable de marcher, et proposa son aide. Baker refusa encore. Il ne serait pas la cause de nouvelles morts. Alors il formula sa dernière demande. Il demanda qu'on l'installe en position assise contre un petit arbre face à la direction d'où venaient les Japonais. Il voulait les voir arriver. Et il demanda un pistolet. L'un des soldats en repli portait un pistolet de service M1911, l'arme de poing standard de l'armée américaine. Semi-automatique. 7 cartouches dans le chargeur, une dans la chambre. 8 balles en tout. Baker prit le pistolet, vérifia machinalement. Chargé. 8 coups. C'était tout ce qui lui restait. 8 occasions d'emporter un ennemi avec lui. Ceux qui le laissèrent là n'oublièrent jamais cette image. Thomas Baker, 28 ans, originaire de Troy, dans l'État de New York, assis contre un arbre, un pistolet à la main. Calme, immobile, en attente. Il ne leur demanda pas de rester. Il ne supplia pas. Il ne pleura pas. Il ne s'indigna pas à l'idée de mourir à 8000 kilomètres de chez lui, sur une île dont la plupart des Américains n'avaient jamais entendu le nom. Il resta simplement là, face à l'ennemi, prêt à se battre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. La dernière fois qu'on le vit vivant, il était exactement dans cette posture, adossé au tronc, armes levées, regard fixé droit devant. Autour de lui, la bataille continuait de faire rage. Des soldats japonais traversaient encore le secteur. Et quelque part dans ce tumulte, Baker attendait qu'ils viennent à lui. Ce qui se produisit ensuite, personne ne le vit. Les hommes qui l'avaient quitté durent penser d'abord à leur propre survie. Les combats se prolongèrent des heures durant. Ce n'est qu'en milieu de matinée qu'une ligne américaine improvisée parvint enfin à stopper l'avance japonaise près du village de Tanapag. À midi, la plus grande charge Banzai de toute la guerre du Pacifique était terminée. Les Japonais avaient progressé de plus d'1 kilomètre. Ils avaient submergé 2 bataillons. Près d'1 millier d'Américains avaient été tués ou blessés. Mais la percée totale avait échoué, et cet échec s'était payé au prix du sang. Le champ de bataille était jonché de corps. En avançant à travers la plaine, les soldats américains découvrirent des morts partout, empilés, entassés dans des trous individuels, éparpillés à perte de vue. Le décompte officiel ferait état de plus de 4300 Japonais tués dans l'assaut seul. Les pertes américaines furent terribles. Le 1er et le 2e bataillon du 105e régiment avaient été presque anéantis. 406 morts, 512 blessés. En une matinée, près de 80% de leur effectif avaient disparu.
Parmi les tués se trouvait le lieutenant-colonel William O'Brien. Touché à plusieurs reprises, il avait refusé de quitter la ligne de front. Lorsque son pistolet fut vide, il était monté sur une mitrailleuse de calibre .50 installée sur une Jeep et avait continué à tirer. La dernière image que l'on eut de lui, c'était celle d'un homme debout sur le véhicule, faisant feu sur les vagues japonaises qui l'encerclaient. Le capitaine Benjamin Salomon, dentiste du bataillon devenu volontaire dans un poste de secours, avait lui aussi trouvé la mort. Quand les Japonais envahirent sa position, il s'empara d'une mitrailleuse et les retint assez longtemps pour permettre à des blessés de s'échapper. On retrouva son corps devant 98 soldats ennemis abattus. 3 hommes du même régiment. 3 actes d'un courage hors du commun le même matin. Tous 3 recevraient la Medal of Honor. O'Brien et Baker à titre posthume en 1945. Salomon seulement en 2002, lorsque les règles concernant l'usage des armes par le personnel médical furent enfin réexaminées. Mais en ce matin du 7 juillet 1944, rien de tout cela n'importait. Ce qui comptait, c'était de retrouver les disparus, de ramasser les morts, et de découvrir ce qu'il était advenu du soldat Thomas Baker, vu pour la dernière fois avec 8 balles et un visage étrangement calme. Quand les Américains atteignirent enfin l'arbre où ils l'avaient laissé, ils eurent leur réponse. Thomas Baker était toujours assis contre le tronc, exactement comme il l'avait placé. Les yeux ouverts, le pistolet encore dans la main. Le chargeur était vide. Autour de lui, disposés en arc de cercle devant sa position, gisaient 8 soldats japonais. 8 balles, 8 ennemis morts. Baker n'avait manqué aucun tir. Les hommes qui le découvrirent restèrent longtemps silencieux. Ils avaient vu la mort sous toutes ses formes pendant 3 semaines à Saipan. Mais pas celle-ci. C'était une scène qu'ils raconteraient jusqu'à la fin de leur jour. Baker savait qu'il allait mourir. Il l'avait accepté. Il avait refusé d'être évacué pour ne pas mettre d'autres vies en danger. Puis, seul contre cet arbre, il avait attendu que l'ennemi vienne à lui. Et lorsqu'il était venu, il avait tué chacun d'eux, une balle après l'autre. 8 pressions sur la détente. 8 hommes qui ne rentreraient jamais chez eux. La scène parlait d'elle-même. Il n'avait pas paniqué. Il n'avait pas tiré au hasard dans l'obscurité. Il avait attendu que chaque cible soit assez proche pour ne pas pouvoir survivre, puis il avait fait feu, blessé, saignant, sachant qu'à chaque détonation, il se rapprochait un peu plus de l'instant où il n'aurait plus rien. Certains de ces soldats japonais avaient dû être tout près lorsqu'il tira, assez près pour voir l'éclair du coup de feu, assez près pour le regarder lever son arme et viser, assez près pour comprendre dans leurs dernières secondes que cet Américain qu'ils croyaient sans défense allait les tuer. Le 8e coup fut sans doute le plus difficile, pas physiquement. Appuyer sur une détente ne demande presque aucun effort, mais mentalement, car ce 8e tir signifiait qu'il ne restait plus rien, plus de balles, plus de défense. Seulement un homme blessé, un pistolet vide et l'attente. Personne ne saura jamais si d'autres ennemis arrivèrent après ce dernier coup. Lorsque Baker fut retrouvé, il était mort. Peut-être ses blessures eurent-elles raison de lui. Peut-être un soldat japonais le découvrit-il après qu'il eut vidé son arme. Les archives ne le disent pas. Les hommes qui le trouvèrent ne purent que constater. Mais une chose était certaine. Thomas Baker avait affronté la mort selon ses propres règles. Il avait choisi la manière dont il vivrait ses dernières minutes. Et il en avait fait quelque chose. En quelques heures, la nouvelle se répandit parmi les survivants du 105e régiment. L'histoire de l'homme qui avait demandé 8 balles. L'histoire de celui qu'on avait retrouvé entouré de 8 soldats japonais morts. C'était exactement le genre de récit dont des soldats ont besoin après une matinée pareille. Une preuve que le courage comptait encore. Qu'un seul homme, même mourant, pouvait encore peser sur le cours des choses. La bataille de Saipan prit officiellement fin 2 jours plus tard, le 9 juillet 1944. Les forces américaines déclarèrent l'île sécurisée. La garnison japonaise avait été pratiquement anéantie. Sur environ 30 000 défenseurs, près de 29 000 étaient morts, Kenetonafni était mort. Environ 1 millier seulement avaient été faits prisonniers, pour la plupart des travailleurs coréens contraints de servir l'armée japonaise. Le prix payé par les Américains fut lui aussi très lourd. Plus de 3 000 morts, plus de 10 000 blessés, la 27e division d'infanterie et en particulier le 105e régiment qui avait encaissé l'essentiel de la charge Banzai avaient été ravagés. Mais la prise de l'île ne mit pas fin à la mort.
Dans les jours qui suivirent, soldats et marines furent témoins de scènes qui les poursuivraient toute leur vie. Des civils japonais, persuadés par leur armée que les Américains les tortureraient et les exécuteraient, commencèrent à se suicider en masse. Des familles entières se jetèrent des falaises du nord de l'île. Des mères lançaient leurs enfants à la mer avant de sauter à leur tour. Les soldats regardaient, impuissants, des centaines de personnes choisir la mort plutôt que la reddition. Ces falaises porteraient plus tard les noms de Suicide Cliff et Banzai Cliff. Des mémoriaux s'y dressent aujourd'hui. Le drame des civils devint une partie indissociable de la tragédie de Saipan, une bataille qui coûta la vie à plus de 46 000 êtres humains en moins d'un mois. Pour l'armée américaine, Saipan représentait une victoire stratégique majeure. Les aérodromes de l'île allèrent bientôt accueillir les B-29 Super Fortress qui déversèrent le feu sur les villes japonaises. La perte de Saipan força même le Premier ministre Hideki Tojo à démissionner. Le cœur du périmètre défensif japonais venait d'être percé. Pour les hommes du Sansanyam, Saipan était autre chose. C'était l'endroit où ils avaient perdu des amis. L'endroit où ils avaient affronté l'impossible et, contre toute attente, survécu. L'endroit où Thomas Baker leur avait montré à quoi ressemblait le courage à l'état pur. L'armée se mit rapidement à consigner ce qui s'était passé le 7 juillet. Des rapports furent rédigés, des témoignages recueillis. Les actions de Baker, d'O'Brien et de Salomon furent consignées en détail. Le commandant de compagnie de Baker commença à préparer une proposition pour la Medal of Honor. Cette décoration n'est pas attribuée à la légère. C'est la plus haute distinction militaire des États-Unis. Les critères sont extrêmes. L'acte doit dépasser de très loin le devoir. Il doit impliquer un risque évident de mort. Il doit être observé, documenté et d'un héroïsme tel qu'aucune récompense inférieure ne puisse suffire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la procédure était rigoureuse. Les recommandations remontaient toute la chaîne hiérarchique. Rapport du commandant de compagnie, avis du bataillon et du régiment, examen par l'état-major de division, puis par le corps d'armée, puis par l'armée. Enfin, Washington. À chaque étape, la demande pouvait être refusée ou rétrogradée. D'innombrables actes de bravoure recevaient une Silver Star ou une Distinguished Service Cross. La Medal of Honor, elle, était réservée au cas indiscutable. Celui de Thomas Baker l'était. Les témoins ne manquaient pas. On l'avait vu charger seul avec un bazooka le 19 juin. On l'avait vu abattre 12 ennemis dans des positions fortifiées, puis 6 autres infiltrés derrière les lignes. On l'avait vu se battre pendant l'assaut Banzai jusqu'à ce que son fusil se brise dans un combat au corps à corps. On l'avait porté lorsqu'il ne pouvait plus marcher. On l'avait laissé, à sa demande, adossé à un arbre avec 8 balles, et on l'avait retrouvé entouré de ce qu'il avait fait de ces 8 balles. La recommandation remonta les échelons plus vite que la plupart. À l'échelle de la bureaucratie militaire en temps de guerre mondiale, le dossier de Baker avança avec une rapidité remarquable. Mais cela prendrait tout de même des mois. La guerre continuait. D'autres îles attendaient, d'autres batailles approchaient. Les papiers devraient être patientés. Pendant ce temps, les survivants tentèrent de comprendre ce qu'ils venaient de vivre. Le 105e n'était plus qu'une carcasse d'unité. Près de 90% de pertes en une seule matinée. Les hommes restants étaient épuisés, traumatisés, endeuillés. L'armée retira le régiment du front pour le réorganiser. Des renforts arrivèrent. Des visages neufs se mêlèrent à ceux, creusés et vides, des vétérans du 7 juillet. Il faudrait des mois avant que le 105e soit de nouveau apte au combat. Durant cette période, l'histoire de Thomas Baker devint une partie de l'âme du régiment. Les nouveaux venus entendaient là parler de « l'homme aux 8 balles » par ceux qui l'avaient reconnu. Le récit circulait dans les baraquements, dans les réfectoires, d'homme à homme, jusqu'à ce que chacun le connaisse. Baker devint le symbole de ce que le 100e avait enduré, et de ce dont ses soldats étaient capables. Quand le régiment retournerait au combat, son exemple les accompagnerait. La 27e division passa le reste de l'année 1944 à se rééquiper et à s'entraîner. Les pertes de Saipan avaient été terribles, mais on aurait de nouveau besoin d'elle. L'avance américaine à travers le Pacifique s'accélérait. Chaque île conquise rapprochait un peu plus du Japon, et chaque bataille coûtait plus cher que la précédente à mesure que les défenseurs japonais combattaient avec une détermination toujours plus désespérée. La prochaine grande opération de la division serait Okinawa, prévue pour avril 1945. Cette bataille ferait bientôt paraître Saipan presque modeste en comparaison. 82 jours de combat.
plus de 12 000 Américains tués, plus de 100 000 soldats japonais morts, des dizaines de milliers de civils pris dans l'enfer, mais tout cela appartenait encore à l'avenir. À l'automne 1944, les survivants de Saipan tentaient avant tout de reconstruire leurs unités brisées et de donner un sens à ce qu'ils avaient tant vécu. À Troy, dans l'État de New York, la famille Baker reçut la nouvelle officielle. Thomas était mort, tué au combat à Saipan. Les détails viendraient en plus tard. D'abord le télégramme, puis les lettres de ses officiers, puis enfin l'information qu'il était pressenti pour la Medal of Honor. La ville avait déjà perdu l'un de ses fils, le lieutenant-colonel William O'Brien. Elle perdait maintenant aussi le soldat Thomas Baker. Deux hommes issus de la même petite ville du nord de l'État de New York. Morts le même jour. Recommandés tous deux pour la plus haute distinction militaire du pays. La coïncidence était stupéfiante. Troy comptait environ 70 000 habitants. Les probabilités que deux récipiendaires de la Medal of Honor proviennent de la même ville, du même régiment et meurent dans la même bataille étaient infimes. Et pourtant, c'était exactement ce qui venait de se produire. Pendant l'automne et l'hiver 1944, le département de la guerre poursuivit l'instruction des deux dossiers. Les preuves furent examinées, les témoignages vérifiés, chaque échelon de la hiérarchie ajouta son approbation. Au début de 1945, les deux recommandations avaient atteint le dernier stade de validation. En Europe, la guerre approchait de sa fin. Dans le Pacifique, elle entrait dans sa phase la plus brutale. Et à Washington, on décidait de la manière dont on honorerait des hommes qui avaient tout donné sur une île volcanique à 8000 km de chez eux. L'annonce aurait lieu en mai 1945. Mais Thomas Baker ne serait pas le seul soldat du 105e à recevoir la Medal of Honor ce jour-là. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula sans condition. La guerre en Europe était terminée. Les célébrations éclatèrent aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Après près de 6 années de combat, Hitler était mort et l'Allemagne nazie vaincue. Mais pour ceux qui se battaient dans le Pacifique, la guerre continuait. La bataille d'Okinawa faisait encore rage. Les attaques kamikazes coulaient des navires américains. Et les îles principales du Japon demeuraient intactes, défendues par des millions de soldats à qui l'on avait ordonné de mourir plutôt que de se rendre. Le lendemain, le 9 mai 1945, le département de la guerre fit une annonce qui passa largement inaperçue face à l'euphorie de la victoire en Europe. 3 soldats du 105e régiment d'infanterie, 27e division, allèrent recevoir la Medal of Honor pour leurs actions à Saipan, le lieutenant-colonel William J. O'Brien et le soldat Thomas A. Baker, tous deux à titre posthume. Tous deux morts le 7 juillet 1944 lors de la plus grande charge Banzai de la guerre du Pacifique. Le troisième était le capitaine Ben L. Salomon, le dentiste du régiment devenu défenseur d'un poste de secours à la mitrailleuse. Mais son cas serait retardé. La Convention de Genève interdisait au personnel médical l'usage d'armes offensives et il faudrait des décennies pour trancher la question. Salomon ne recevrait sa médaille qu'en 2002, 58 ans après sa mort. Baker et O'Brien, eux, seraient honorés sans attendre. La citation officielle de Thomas Baker retraçait l'ensemble de sa campagne à Saipan. Elle mentionnait la destruction d'une position japonaise au bazooka le 19 juin. L'assaut contre 2 fortifications, où il avait tué 2 officiers et 10 soldats. L'élimination de 6 infiltrés derrière les lignes, son combat acharné pendant la charge Banzai jusqu'à ce que son arme soit brisée dans un corps à corps. Puis venait son dernier acte. Le style était celui, froid et solennel, des documents militaires. On y racontait comment il avait refusé l'évacuation, comment il avait exigé qu'on le laisse plutôt que de risquer d'autres vies, comment il avait demandé un pistolet avec 8 cartouches, comment il avait été vu pour la dernière fois adossé à un arbre, arme en main, attendant calmement l'ennemi. La dernière phrase se contentait d'énoncer les faits. Lorsque son corps fut retrouvé, le pistolet était vide et 8 soldats japonais gisaient morts devant sa position. La cérémonie pour O'Brien eut lieu le 27 mai 1945 au Rensselaer Polytechnic Institute de Troy. Sa veuve et son jeune fils reçurent la médaille en son nom. Officiers, représentants locaux et habitants de la ville y assistèrent. La médaille de Baker fut remise à sa famille lors d'une autre cérémonie. Le jeune homme qui s'était engagé à Troy en octobre 1940 rentrait chez lui en héros. Pas vivant, comme on l'aurait espéré, mais honoré, inscrit à jamais dans l'histoire militaire américaine. Désormais, ces Troy comptaient 2 décorés de la Medal of Honor issus de la même bataille.
2 hommes de la même ville, du même régiment, tombés le même matin à quelques heures d'intervalle. Les journaux locaux couvrirent largement les 2 cérémonies. Les noms d'O'Brien et de Baker devinrent partie intégrante de l'identité de la ville, une fierté pour cette cité industrielle qui avait envoyé ses fils combattre de l'autre côté du monde. La guerre dans le Pacifique prit fin 3 mois plus tard. Le 6 août 1945, un B-29 américain largua une bombe atomique sur Hiroshima. 3 jours plus tard, une seconde détruisit Nagasaki. Le 15 août, l'empereur Hirohito annonça la reddition du Japon. La guerre la plus meurtrière de l'histoire humaine était terminée. Les B-29 qui avaient largué ces bombes avaient décollé des îles Mariannes, de Tinian à seulement quelques kilomètres au sud de Saipan. Les pistes que Thomas Baker et ses camarades avaient conquises au prix de leur sang lancèrent désormais les armes qui mettaient fin à la guerre. Il existait une ligne directe entre le sang versé sur la plaine de Tanapag et les champignons atomiques au-dessus du Japon. Les hommes morts lors de la charge Banzai avaient rendu ces bases possibles. Leur sacrifice avait rapproché les bombardiers américains des îles principales du Japon. Sur le plan stratégique, la logique était implacable. Même si le prix humain dépassait l'entendement, plus de 4000 soldats japonais étaient morts en une seule matinée, plus de 900 Américains également. Tout cela pour quelques kilomètres carrés de roches volcaniques destinées à devenir des pistes pour bombardiers lourds. Thomas Baker ne savait rien de tout cela lorsqu'il demanda ses 8 balles. Il ignorait que Saipan deviendrait l'un des points de départ de la fin de la guerre. Il savait seulement qu'il était en train de mourir, que ses camarades étaient en danger, et qu'il ne partirait pas sans se battre. La Medal of Honor reconnut ce qu'il avait fait dans ses dernières minutes. Mais le sens réel de son sacrifice ne se révélerait que dans les mois et les années suivantes. Il lui faudrait une tombe, et il lui faudrait des gardiens de mémoire. Thomas Baker fut inhumé au cimetière national Gerald B. H. Solomon de Saratoga à Schuylerville dans l'État de New York. Le cimetière se trouve à une 50aine de kilomètres au nord de Troy, au cœur des collines verdoyantes où il avait grandi. C'était très loin de la roche noire et de la chaleur étouffante de Saipan. Mais c'était chez lui. Avant de lui attribuer la Medal of Honor, l'armée le promut à titre posthume du rang de soldat à celui de sergent. Un geste modeste, presque symbolique face à la médaille elle-même, mais qui comptait. Engagé comme simple soldat en 1940, Baker était resté à ce grade pendant près de 4 ans. Tout ce qu'il y avait maintenu en temps de paix fut effacé par ce qu'il accomplit au combat. Il entrerait dans l'histoire comme le sergent Thomas A. Baker, récipiendaire de la Medal of Honor. Sa tombe est marquée par une simple pierre blanche, semblable à des milliers d'autres. Une petite inscription signale la plus haute distinction. Les visiteurs qui ignorent son histoire passent souvent sans s'arrêter. Ceux qui savent ce qui s'est produit à Saipan demeurent en général quelques instants de plus. La 27e division d'infanterie continua de se battre après Saipan. Elle participa à la bataille d'Okinawa d'avril à juin 1945, y subissant encore de lourdes pertes. Beaucoup de ceux qui avaient survécu à la charge Banzai du 7 juillet ne survécurent pas à Okinawa. La division se préparait à l'invasion du Japon lorsque les bombes atomiques mirent de fin à la guerre. Après la victoire, la 27e division fut démobilisée. Les soldats citoyens rentrèrent chez eux et tentèrent de reprendre une vie normale. Ils emportaient avec eux ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient fait. Mais la plupart en parlèrent peu. C'était la manière de cette génération. Ils avaient accompli leur devoir. Désormais, sur quoi ils voulaient avancer. Pourtant, certaines images ne s'effacent jamais. Au fil des décennies, l'histoire de Thomas Baker continua de circuler parmi les historiens militaires et les spécialistes de la Medal of Honor. Son dernier combat devint l'un des exemples les plus cités de courage individuel dans des conditions sans espoir. Des académies militaires, étudièrent ses actes. Des programmes de formation évoquèrent son nom. L'homme aux 8 balles devint un cas d'école, ce qu'un seul soldat peut encore accomplir lorsque tout semble perdu. Le 105e régiment d'infanterie fut plus tard réorganisé au sein de la Garde nationale de l'État de New York. Son héritage remontait à la guerre de sécession et se poursuivit jusqu'au XXIe siècle. De nouvelles générations de soldats héritèrent de l'histoire de Saipan et de la mémoire de ceux qui y avaient combattu. En 2009, 65 ans après la bataille, la ville de Troy inaugura un mémorial dédié à ses récipiendaires de la Medal of Honor. Installé dans le bâtiment administratif du comté de Rensselaer, il rendait hommage à 3 hommes,
le lieutenant-colonel William G. O'Brien, le sergent Thomas A. Baker et le major-général Ogden G. Ross, ancien officier du 105e et commandant adjoint de division à Saipan. Le mémorial comprenait des répliques des médailles décernées à O'Brien et à Baker. C'était un rappel permanent qu'une petite ville du nord de l'État de New York avait donné 2 des soldats les plus décorés de la guerre du Pacifique, tous 2 du même régiment, tous 2 morts, le même jour, tous 2 confrontés à l'impossible et refusant de céder. La bataille de Saipan elle-même devint un vaste champ d'études pour les historiens. Chaque phase de la campagne fut disséquée. Les débarquements, la progression à travers l'île, l'assaut final. Saipan fut reconnu comme un tournant majeur de la guerre du Pacifique, le moment où le périmètre défensif intérieur du Japon fut définitivement brisé. Le prix humain de ce tournant ne fut jamais oublié. Aujourd'hui, Saipan fait partie du Commonwealth des îles Mariannes du Nord, un territoire américain. Les anciens champs de bataille ont été en grande partie recouverts par la jungle et le développement moderne. Des hôtels et des terrains de golf occupent des lieux où des hommes se sont battus et sont morts. Mais des monuments parsèment encore l'île, indiquant les zones où les combats furent les plus violents. Banzai Cliff et Suicide Cliff, au nord de Saipan, demeurent des rappels silencieux de la tragédie qui suivit la bataille. Des visiteurs japonais s'y rendent pour honorer les civils morts. Des vétérans américains et leurs descendants viennent pour comprendre ce qu'ont vécu leurs pères et grands-pères. L'héritage du 7 juillet 1944 dépassa largement les hommes qui combattirent ce jour-là. Il façonna la manière dont l'armée américaine comprit la résistance japonaise. Il influença la planification des opérations suivantes. Il démontra que même acculés, sans espoir, des ennemis pouvaient infliger des pertes terribles s'ils étaient prêts à mourir. Cette leçon se répéterait à Iwo Jima, à Okinawa et dans les plans de l'opération Dawnfall, l'invasion prévue du Japon. La charge Banzai de Saipan prouva que l'armée japonaise ne se rendrait pas facilement. Chaque île devrait être prise de force. Chaque victoire aurait un coût effroyable. Thomas Baker avait payé ce prix avec 8 balles et sa vie. Mais son histoire n'était pas terminée. L'histoire avait encore un chapitre à écrire. Chaque année, à l'anniversaire du 7 juillet, quelques personnes se souviennent de ce qui s'est passé sur la plaine de Tanapag. Des associations d'anciens combattants organisent des cérémonies. Des historiens publient des articles. Des descendants des combattants se rassemblent pour honorer leurs ancêtres. Chaque année, ils sont moins nombreux. Aujourd'hui, il n'y a plus de survivants de la bataille de Saipan. Les hommes qui ont vu Thomas Baker pour la dernière fois, qui l'ont laissé contre cet arbre, qui sont revenus et l'ont trouvé entouré de morts, ont tout disparu. Leurs souvenirs se sont éteints avec eux. Mais l'histoire, elle, demeure. La citation de la Medal of Honor existe toujours dans les archives officielles de l'armée américaine. On peut la lire en ligne, dans les centres d'archives, dans les livres d'histoire. Son langage est formel, précis, administratif. Il décrit ce que Baker a fait. Il ne dit pas ce que cela signifiait. Comme tous les documents militaires, il énonce des faits. Il est incapable de transmettre ce que l'on ressent. Il ne dit rien du silence après la bataille, du regard que s'échangent des hommes qui savent qu'ils viennent de traverser quelque chose qui marquera toute leur existence, du poids que l'on ressent en retournant vers un endroit où un ami a choisi de mourir seul pour ne pas mettre d'autres vies en danger. Thomas Baker avait 28 ans lorsqu'il est mort, 4 années passées sous l'uniforme, pour l'essentiel à s'entraîner et à attendre. Moins d'1 mois de véritable combat. Rien dans sa vie d'avant-guerre ne laissait présager qu'il deviendrait l'un des soldats les plus décorés du Pacifique. Il n'était pas un guerrier de métier, il était un citoyen, un homme ordinaire qui avait répondu à l'appel de son pays, servi là où on l'avait envoyé, et découvert en lui quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais à affronter, la capacité de regarder une mort certaine avec un calme lucide, la volonté de tout sacrifier pour que d'autres puissent vivre. Cette découverte se fit dans ses dernières heures, quand il chargea une position japonaise avec un bazooka, quand il tua 18 ennemis dans des combats séparés, quand il se battit jusqu'à ce que son fusil se brise, quand il refusa l'évacuation, quand il demanda 8 balles et un endroit où s'asseoir. Les soldats japonais morts devant cet arbre n'ont jamais connu son nom. Ils n'ont vu qu'un Américain blessé, un pistolet à la main. Ils pensaient à un nez trouver une proie facile. Ils trouvèrent autre chose. 8 d'entre eux trouvèrent le sergent Thomas A. Baker. Les leçons de son sacrifice dépassent largement les manuels de tactique ou l'analyse stratégique.
Son dernier combat parle d'autre chose, de plus fondamental, du choix de compter, de la décision de donner un sens à sa mort quand la mort est devenue inévitable. La plupart des êtres humains ne sont jamais confrontés à ce choix. La plupart vivent des vies ordinaires et meurent des morts ordinaires, entourés de proches, pleurés par leurs amis, puis peu à peu dissous dans l'anonymat de l'histoire. Il n'y a aucune honte à cela, c'est la condition humaine. Mais parfois, dans certains lieux, à certains instants, quelques personnes reçoivent un autre choix. Elles peuvent se résigner, ou elles peuvent résister avec tout ce qu'il leur reste. Thomas Baker a résisté avec 8 balles. Sa tombe à Shelorudich, Texas, à Schuylerville, dans l'État de New York, reçoit des visiteurs toute l'année. Des membres de sa famille, des militaires venus saluer un frère d'armes, des historiens travaillant sur Sepan, des citoyens ordinaires qui ont entendu son histoire et voulu voir où repose l'homme aux 8 balles. La pierre blanche ne raconte pas tout. Elle donne son nom, son grade, ses dates, et une petite mention indiquant la Medal of Honor. Tout le reste vit dans l'esprit de ceux qui se souviennent. Et c'est là que tu entres en scène, car tant que cette histoire est racontée, Thomas Baker ne disparaît pas dans le silence. Le matin du 7 juillet 1944, un soldat blessé demanda à ses camarades un pistolet avec 8 balles. Ils le retrouvèrent au plus tard, toujours assis contre cet arbre. Le pistolet vide, 8 ennemis morts à ses pieds. Il avait fait son choix. Et il en avait fait quelque chose. Ces hommes méritent d'être rappelés. Et en écoutant, en lisant, en transmettant, tu aides à ce qu'ils ne soient même pas oubliés.